Plus de 60% des victimes de relations avec un narcissique disent que l'aspect sexuel a été l'arme la plus puissante utilisée contre elles. Et le pire, c'est que beaucoup ne s'en rendent compte qu'après coup, quand les dégâts sont déjà là. Derrière des gestes passionnés et des regards brûlants, il y avait en réalité un scénario millimétré pour te séduire, te piéger et te contrôler. Si tu as déjà eu cette impression étrange de partager quelque chose d'intense, mais de sentir qu'il manquait une vérité au fond, reste avec moi. Parce que ce que tu vas découvrir pourrait complètement changer ta manière de voir certaines relations. Si ce que je vais dire te parle, même un peu, fais-moi un signe, like la vidéo, partage, écris merci en commentaire, ou abonne-toi. Ça change tout pour là. Sigmund Freud affirmait que la sexualité est le centre invisible autour duquel gravite toute la vie psychique. Carl Jung, lui, voyait dans le désir une force archaïque, capable de révéler les ombres les plus profondes d'un individu. Des siècles avant eux, Marc Aurèle avertissait déjà que l'esclavage aux passions, y compris sexuelles, pouvait faire perdre à l'homme sa souveraineté sur lui-même. Et aujourd'hui, la science leur donne raison. Des études récentes menées par l'American Psychological Association montrent que les individus présentant un haut degré de trait narcissique utilisent la sexualité non pas comme un langage d'intimité, mais comme un instrument de pouvoir, de validation et de manipulation. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement leur comportement, mais le mécanisme derrière. Des chercheurs de l'Université de Floride ont constaté que 64% des personnes à tendance narcissique avouent chercher dans la sexualité avant tout la confirmation de leur supériorité. Ce chiffre est glaçant, car il révèle une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Lorsque vous êtes face à un narcissique, l'acte intime cesse d'être un échange émotionnel, il devient une transaction où l'autre mesure sa valeur à travers votre réaction. Vous pensez que c'est de l'amour ou du désir partagé, mais pour lui, c'est un miroir qui reflète sa puissance. Cela commence souvent de manière séduisante. Le narcissique est un maître de l'illusion. Il active les zones de votre cerveau liées à la récompense en dopamine, sérotonine, ocytocine en multipliant les gestes passionnés et l'attention quasi obsédante. Les neurosciences expliquent pourquoi cela vous marque si vite. Sous l'effet d'une stimulation intense et imprévisible, votre cerveau développe un conditionnement proche de l'addiction. C'est la même mécanique que celle observée dans le jeu d'argent ou la consommation de substances. Freud l'avait prédit, l'addiction sexuelle, chez certains profils, n'est pas une recherche de plaisir pur mais une répétition compulsive pour combler un vide intérieur. Et ce vide, le narcissique ne veut pas l'affronter. Comme le disait Sénèque, celui qui ne se gouverne pas lui-même cherche toujours à gouverner les autres. En sexualité, cela se traduit par un besoin insatiable de conquête ou de domination. Non pas pour partager un moment, mais pour sentir que l'autre est soumis à son influence. Des entretiens menés par la Harvard Medical School auprès de victimes de relations narcissiques révèlent un schéma récurrent, l'intensité au début, la connexion apparente, puis le basculement vers une dynamique froide, calculée, parfois même punitive. Ce que vous ressentez alors n'est pas un hasard. C'est un mélange d'excitation, de confusion et de doute. La psychologie cognitive explique que votre cerveau, confronté à des cycles d'attention et de retrait, cherche désespérément à retrouver la phase initiale euphorique. C'est ce qui vous retient, parfois pendant des années, dans un lien que vous savez toxique mais que vous n'arrivez pas à rompre. Carl Jung aurait parlé d'archétype de l'ombre, cette part obscure qui nous fascine autant qu'elle nous blesse. Mais il existe une autre lecture, celle des philosophes stoïciens. Pour Marc Aurèle, la liberté ne vient pas de l'absence de tentation, mais de la capacité à les observer sans se laisser emporter. Comprendre que le narcissique n'agit pas par amour, mais par nécessité de combler son vide, c'est reprendre le pouvoir sur vos propres émotions. La science moderne confirme que le simple fait de nommer et de comprendre un comportement réduit son impact émotionnel. Si vous êtes ici, c'est peut-être que vous vous posez cette question. Pourquoi ai-je été pris dans ce jeu? La réponse est multifactorielle, biologique, psychologique, émotionnelle. Mais surtout, elle est universelle. Même les plus forts y sont tombés. La différence, c'est que certains ont appris à voir le mécanisme avant qu'il ne les détruise. Et c'est précisément ce que nous allons décortiquer dans les prochaines minutes, pour que vous puissiez, vous aussi, reconnaître les signaux, comprendre les intentions, et reprendre votre liberté intérieure. La séduction d'un narcissique n'est pas un hasard, c'est une opération calculée. Freud disait que celui qui séduit cherche moins à aimer qu'à se voir aimer. Et dans le cas d'un narcissique, cette vérité prend une dimension presque scientifique. Des recherches de l'Université de Californie ont montré que les individus avec un haut score de narcissisme obtiennent des niveaux d'ocytocine et de dopamine anormalement élevés lorsqu'ils perçoivent qu'ils ont captivé quelqu'un sexuellement. Ce n'est pas tant le contact intime qui les enivre, mais l'idée d'avoir pris possession de votre esprit. Leur arme la plus redoutable, c'est ce que les psychologues appellent le love bombing.
Un déferlement d'attention, de compliments, de gestes passionnés, d'instants sexuels intenses. Votre cerveau, pris dans cette avalanche, réagit comme face à une drogue, les zones de récompense s'illuminent, la dopamine afflue, et vous associez rapidement cette personne à un plaisir presque euphorique. Carl Jung aurait parlé d'une projection massive. Vous ne voyez pas l'autre tel qu'il est, mais tel que votre besoin affectif le transforme. Et c'est là que réside le piège. Ce que peu de gens savent, c'est que cette phase initiale n'est pas destinée à durer. Elle est conçue pour créer une empreinte émotionnelle et chimique. Une étude publiée dans le Journal of Personality Disorder a révélé que, dans la plupart des relations narcissiques, l'intensité sexuelle et émotionnelle chute brutalement après 3 à 6 mois. Ce n'est pas un accident, c'est un changement volontaire de stratégie. Dès que le narcissique sent que vous êtes émotionnellement investi, il réduit l'effort. L'effet est dévastateur, vous ressentez un manque, et c'est ce manque qui vous attache encore plus à lui. Les philosophes stoïciens comprenaient déjà cette mécanique à leur époque. Sénèque écrivait « Les excès sont le prélude à l'abandon ». En d'autres termes, plus l'intensité est artificiellement gonflée au départ, plus la chute sera brutale. Cette alternance, en neurosciences, s'apparente au renforcement intermittent, un schéma qui crée la dépendance la plus forte. C'est exactement le modèle utilisé dans les machines à sous. Vous ne gagnez pas à chaque fois, mais assez souvent pour espérer et rester accroché. Et dans ce contexte, la sexualité devient une monnaie d'échange. Le narcissique peut soudain se montrer distant, réduire les moments intimes ou les rendre mécaniques. Cette privation crée un déséquilibre émotionnel chez la victime, qui se demande ce qu'elle a fait de mal. Or, c'est là que réside le cœur de la manipulation. Vous vous mettez à chercher comment regagner ses faveurs, au lieu de voir que c'est un jeu de pouvoir. Carl Jung rappelait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à nous comprendre nous-mêmes. Ici, la question à se poser n'est pas pourquoi il change, mais pourquoi ai-je besoin de ce qu'il me retire. C'est une piste que la philosophie stoïcienne renforce. Marc Aurèle nous apprend à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Le désir de plaire à quelqu'un qui joue avec notre attachement n'est pas sous notre contrôle. Mais notre décision de nous retirer, oui. Comprendre cette phase, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Vous voyez enfin les fils invisibles qui tiraient vos émotions. Et plus tôt vous les voyez, plus vite vous pouvez éviter que la séduction initiale ne devienne une chaîne invisible qui vous retient. Car dans quelques instants, nous allons voir comment cette intensité se transforme en un instrument de contrôle, et pourquoi il est si difficile de s'en libérer une fois qu'on est piégé. Le sexe, dans les mains d'un narcissique, cesse d'être un langage de connexion. Il devient un levier de pouvoir. Freud voyait déjà cette dynamique comme une compulsion de répétition, le besoin de recréer encore et encore la même situation pour maintenir un sentiment de supériorité. Les neurosciences contemporaines confirment ce constat. Une étude menée par l'Université de Cambridge a montré que, chez les profils narcissiques, les zones cérébrales liées au plaisir sexuel sont moins activées par l'orgasme en lui-même que par la perception de contrôle sur le partenaire. Autrement dit, ce qui les excite le plus, ce n'est pas la relation, mais le pouvoir qu'ils exercent pendant celle-ci. Cette domination peut prendre plusieurs formes. La plus insidieuse est la privation. Un jour, ils vous couvrent d'attention et d'intensité physique. Le lendemain, ils se retirent complètement, vous laissant dans un état de manque émotionnel et sensoriel. Votre cerveau, conditionné par les phases précédentes de stimulation, interprète ce retrait comme une perte qu'il faut réparer à tout prix. C'est le même mécanisme qu'on retrouve dans l'attachement traumatique. Plus l'autre vous prive, plus vous cherchez à vous réinvestir pour regagner son approbation. Sénèque aurait parlé ici de l'illusion de dépendance. Ce n'est pas l'autre qui nous tient, c'est nous qui nous livrons à ses chaînes. Parfois, le contrôle passe par l'exigence. Le narcissique peut imposer des rapports à des moments inappropriés, ou exiger des pratiques qui vous mettent mal à l'aise. Non pas pour partager un plaisir commun, mais pour tester votre capacité à vous soumettre. C'est une stratégie documentée par plusieurs thérapeutes spécialisés en trauma, comme Patrick Carnes, qui explique que ces épreuves servent à renforcer l'idée que votre corps ne vous appartient plus totalement. Le consentement devient flou, et c'est exactement là que la confusion émotionnelle s'installe. Leur arsenal inclut aussi l'humiliation déguisée. Une remarque sur votre performance, une comparaison avec un ex, une critique subtile sur votre apparence. Ce ne sont pas de simples pics, mais des injections de doute, destinées à éroder votre confiance. Des recherches publiées dans Personality and Individual Difference montrent que ce type de dévalorisation augmente la dépendance affective chez la victime, car celle-ci cherche ensuite à prouver sa valeur pour mériter l'amour de l'autre. Et ce n'est pas uniquement un jeu psychologique. La biologie elle-même est manipulée. Chaque fois que vous cherchez à regagner ses faveurs par le sexe, vous renforcez la connexion neuronale qui associe cette personne à votre bien-être.
Ce phénomène, appelé bonding hormonal, est amplifié par l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, libérée pendant l'intimité. C'est pourquoi, même après un comportement blessant, un simple moment physique peut vous donner l'impression que tout va mieux, jusqu'au prochain cycle de retrait et de punition. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, rappelait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Dans ce contexte, voir clairement le sexe utilisé comme un outil de domination vous permet de le détacher de la signification émotionnelle qu'on vous impose. Une fois que vous réalisez que ce n'est pas un signe d'amour mais une stratégie de contrôle, l'emprise commence à se fissurer. Et c'est là que tout bascule. Car lorsque l'on comprend le jeu, il devient possible de le refuser. Mais avant d'y arriver, il faut percer un autre voile, celui de la performance et du spectacle, cette illusion savamment entretenue pour masquer un vide profond. C'est ce que nous allons explorer maintenant, pour que vous puissiez voir ce qui se cache derrière les apparences parfaites. L'illusion du plaisir partagé est peut-être la scène la plus subtile et la plus trompeuse dans la dynamique narcissique. En apparence, tout semble parfait. Les gestes sont précis, le rythme étudié, l'intensité calibrée. On pourrait croire à une connexion rare, presque cinématographique. Mais derrière cette façade se cache un vide que Carl Jung décrivait comme la persona, le masque social que l'on porte pour cacher ce qui, à l'intérieur, est creux ou chaotique. Chez le narcissique, la sexualité est un théâtre, et vous en êtes à la fois le public et l'accessoire principal. La science nous aide à décoder ce masque. Des études publiées dans The Journal of Sex Research montrent que les personnes à haut niveau de narcissisme obtiennent un score plus élevé en comportement sexuel performatif. Elles se concentrent davantage sur la façon dont elles sont perçues que sur ce qu'elles ressentent réellement. Autrement dit, leur plaisir est dérivé non pas de l'expérience, mais de l'image qu'elles projettent. C'est un peu comme si un acteur jouait la scène de sa vie devant une salle pleine, sauf qu'ici, la salle, c'est votre regard. Ce qui est encore plus troublant, c'est que cette performance est souvent calibrée pour vous faire croire que vous êtes au centre de tout. Le narcissique imite vos réactions, amplifie vos émotions, donne l'illusion d'une alchimie parfaite. Mais cette synchronisation n'est pas un signe de connexion émotionnelle, c'est une technique de mirroring bien connue en psychologie. Reproduire le comportement de l'autre pour créer un sentiment artificiel de proximité. Freud parlait déjà de cette identification projective où l'autre devient un écran sur lequel on projette l'histoire que l'on veut vous faire vivre. Cette illusion a un coût. Car pendant que vous pensez partager quelque chose d'authentique, lui mesure, évalue, et parfois compare. Des témoignages de survivants de relations narcissiques rapportent cette sensation étrange, comme si l'autre n'était pas vraiment là. Un regard absent, un décalage subtil, une impression d'être dans un scénario répété 1000 fois. Cela correspond à ce que certains thérapeutes appellent la déconnexion empathique, l'absence d'implication émotionnelle réelle, même au moment où l'on croit vivre l'expérience la plus intime. Et pourquoi ce vide? Les neurosciences proposent une piste, le cortex préfrontal, qui gère la régulation émotionnelle et l'empathie, est souvent moins activé dans les profils narcissiques pendant les interactions intimes. Ce déficit n'empêche pas la performance, mais il empêche la profondeur. C'est un peu comme une chanson techniquement parfaite mais jouée sans âme. Les stoïciens, eux, n'auraient pas été surpris. Épictète nous rappelle que tout ce qui brille n'est pas de l'or, et que la valeur d'une expérience ne se mesure pas à son apparence, mais à sa vérité intérieure. Ici, la vérité, c'est que le plaisir affiché n'est souvent qu'un écran de fumée, destiné à vous maintenir dans l'idée que vous vivez quelque chose d'exceptionnel. Et tant que vous croyez à cette exception, vous acceptez plus facilement le reste, les silences, les distances, les manipulations. Ce qui rend cette prise de conscience difficile, c'est qu'elle implique de douter d'un moment que vous avez vécu comme authentique. Mais ce doute est nécessaire. Car lorsque vous commencez à distinguer la performance de la réalité, vous reprenez un pouvoir que le narcissique ne peut plus récupérer. Vous comprenez que ce plaisir partagé n'était pas partagé, et que cette scène n'était jouée que pour renforcer son contrôle. Et une fois que ce masque tombe, vous pouvez enfin voir les conséquences profondes que cette dynamique a laissées en vous, parfois invisibles au début, mais lourdes de cicatrices émotionnelles et physiques. C'est ce que nous allons maintenant explorer, pour que vous compreniez l'ampleur réelle de l'impact. Les fractures invisibles sont celles qui font le plus de dégâts, parce qu'elles ne se voient pas, mais qu'elles travaillent en silence. Vous pouvez sortir d'une relation avec un narcissique sans la moindre cicatrice physique, mais avec une âme marquée comme si elle avait été tailladée 1000 fois. Freud expliquait que certaines blessures psychiques s'impriment plus profondément que des traumatismes corporels, car elles touchent à la perception même de soi. Et dans le cas des relations narcissiques, surtout avec cette dimension sexuelle manipulatrice, la blessure touche à la fois l'estime de soi, la confiance dans ses perceptions, et même le rapport au corps. Des études en neurosciences,
notamment celles menées par l'Université de Stanford, montrent que l'exposition répétée à un cycle de séduction, privation et contrôle active les mêmes zones cérébrales que celles observées chez les victimes de traumatismes complexes. Le système nerveux se met en hypervigilance, prêt à anticiper la prochaine réaction imprévisible de l'autre. Cela entraîne une libération chronique de cortisol, l'hormone du stress, ce qui peut, à long terme, provoquer insomnie, anxiété généralisée et même affaiblissement du système immunitaire. Vous n'êtes donc pas trop sensible, votre corps réagit à une menace réelle, même si elle est psychologique. Mais il y a aussi un effet plus insidieux, la déconnexion avec soi-même. Après avoir été conditionné à répondre au désir d'un autre, beaucoup témoignent d'un sentiment d'étrangeté vis-à-vis de leur propre corps. Des victimes racontent qu'elles se surprennent à se voir de l'extérieur pendant l'intimité, comme si elles n'étaient plus vraiment présentes. Les psychologues appellent cela la dissociation, un mécanisme de survie face à une expérience perçue comme oppressante. Carl Jung dirait que l'âme, dans ces moments, se retire pour se protéger, mais qu'elle laisse derrière elle un vide que l'on finit par confondre avec soi-même. Ces fractures touchent aussi la capacité à faire confiance. Une recherche menée par la National Domestic Violence Hotline a révélé que 54% des survivants de relations narcissiques développent une difficulté durable à croire aux intentions positives d'un partenaire futur. Même après la rupture, le doute persiste. Et si c'était encore un jeu? Cette méfiance peut protéger dans un premier temps, mais elle devient une prison si elle n'est pas traitée. Et puis il y a la honte. Non pas la honte d'avoir vécu ces moments, mais la honte d'avoir accepté, d'être resté, de ne pas avoir vu. Marc Aurèle écrivait « Ce qui est arrivé est arrivé. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. » Pourtant, dans le brouillard post-traumatique, cette phrase semble lointaine. La honte est un poison lent qui vous pousse à vous isoler, à taire votre histoire, ce qui ne fait que prolonger l'emprise invisible de l'autre. Mais il y a une vérité que la philosophie stoïcienne et la psychologie moderne partagent, rien de ce qui est appris dans la douleur n'est perdu si on décide d'en faire une force. Comprendre les mécanismes, reconnaître les symptômes, mettre des mots sur les sensations, c'est déjà commencer à recoller les morceaux. Car ces fractures, aussi profondes soient-elles, ne sont pas irréversibles. Et c'est précisément ce que nous allons voir maintenant. Non plus l'ombre, mais la sortie. Non plus la mécanique de l'emprise, mais les stratégies concrètes pour briser ce cycle et se reconstruire. Preuve à l'appui. Car il ne suffit pas de savoir que l'on a été piégé, il faut savoir comment ne plus jamais l'être. Briser le cycle, c'est passer de la compréhension à l'action. Tant que vous restez dans l'analyse, vous voyez le piège, mais vous êtes encore dedans. Freud disait que prendre conscience, c'est commencer à se libérer, mais ce n'est que la première étape. Les neurosciences vont plus loin. Selon une étude de l'Université d'Harvard, il faut en moyenne 66 jours pour créer de nouvelles connexions neuronales capables de remplacer un schéma relationnel toxique par un schéma sain. Cela signifie que se reconstruire après un narcissique n'est pas une illumination soudaine, mais une série d'actions répétées qui rééduquent littéralement votre cerveau. La première clé, c'est la coupure radicale. Les psychologues spécialisés en traumatisme relationnel, comme le docteur Ramani Durvasula, le répètent, aucun contact, aucune négociation, aucune explication supplémentaire. Pourquoi? Parce que chaque interaction réactive le lien d'attachement, même si elle est négative. C'est comme tenter d'arrêter une addiction tout en continuant à consommer juste un peu. Marc Aurèle l'aurait formulé ainsi. Ce que tu nourris, grandit. Tant que vous alimentez le lien, il reste vivant. La deuxième clé, c'est la reconstruction de votre identité. Les stoïciens enseignent que la liberté commence lorsque l'on se connaît soi-même, indépendamment des jugements extérieurs. Ici, il s'agit de réapprendre à écouter vos besoins, vos limites, vos désirs réels. Des exercices simples mais puissants, comme l'écriture quotidienne de ce que vous ressentez et de ce que vous acceptez ou non, aident à reformer une boussole interne. Les études sur la résilience émotionnelle montrent que cette auto-observation réduit le risque de retomber dans un schéma similaire de plus de 40%. La troisième clé, c'est la réparation du corps. Le traumatisme narcissique n'est pas qu'émotionnel, il est aussi physiologique. Le yoga, la respiration profonde, la cohérence cardiaque, ou même la simple marche quotidienne sont des outils qui permettent au système nerveux de sortir de l'état d'alerte permanent. Stephen Porges, créateur de la théorie polyvagale, explique que réguler le nerf vague est essentiel pour retrouver un sentiment de sécurité et d'ancrage dans le présent. Enfin, la dernière clé est philosophique, transformer l'expérience en force. Sénèque affirmait, « Le feu éprouve l'or, l'épreuve éprouve l'homme ». Vous avez été éprouvé, mais cela peut devenir un levier pour développer une clarté et une indépendance émotionnelle que peu de personnes atteignent. Les recherches en psychologie positive, menées notamment par Martin Seligman,
montre que les individus qui donnent un sens constructif à leurs épreuves augmentent leur bien-être durable de manière significative. Briser le cycle, ce n'est pas seulement échapper à une personne, c'est échapper à la version de vous-même qui pouvait être prise au piège. C'est redevenir celui ou celle qui avance sans chercher de validation, qui ne confond plus intensité et amour, qui sait que le respect ne se mendie pas. C'est peut-être le plus grand acte de liberté que vous accomplirez. Et si vous vous demandez encore si c'est possible, rappelez-vous ceci. Chaque narcissique perd son pouvoir au moment exact où vous cessez de jouer son jeu. Ce jour-là, la peur change de camp. Vous n'êtes plus celui qui subit, vous êtes celui qui choisit. Et ce choix, personne ne peut vous l'enlever.